chers amis, vous êtes... Ah, ça y est, tout le monde... beaucoup de gens se connectent, c'est parfait. Donc, vous avez le chat. Déjà, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition Amiris. Merci Salomé de prendre ce temps avec nous, de partager ton expérience et ton vécu. Et merci aussi. Un certain nombre de recettes, au sens propre du terme, au sens noble du terme, évidemment. C'est pas des trucs et astuces. Vous avez le chat sur votre droite, chers amis. N'hésitez pas à vous manifester, à nous dire d'où vous venez, et peut-être savoir aussi ce que vous pourriez attendre éventuellement de cette rencontre avec Salomé. Si vous-même, vous avez traversé des périodes un petit peu difficiles, ou même des périodes très très bien, vous avez traversé, et comment vous les avez traversées, comment vous avez fait pour bien les traverser. Est-ce que peut-être vous avez suivi les conseils de Salomé, issus de son ouvrage et de sa formation. Peut-être avez-vous développé d'autres facultés. N'hésitez pas à nous les partager, parce que c'est l'objet de ce soir. Alors, Sandrine qui est à Lille, Elsa, on attend que... Là, il n'y a pas encore assez de monde connecté. Le temps... Alors, Bénédicte, je ne sais pas de qui il s'agit. Bénédicte jeune homme, je ne sais pas. C'est très bizarre. Il y a des gens comme ça. Ça doit être un troll, à mon avis, qui s'est connecté. On remercie évidemment vivement Bénédicte de nous autoriser, de nous permettre ce genre d'échange. Je rappelle que Bénédicte dirige la maison d'édition Amiris, qui est une maison d'édition qui est dédiée à la santé naturelle, au partage, avec beaucoup de générosité, et elle nous permet aussi de rencontrer les auteurs, ce qui est vraiment sous cette forme-là. Donc on est vraiment ravis de cette maison d'édition chaleureuse. Alors, nous avons Marie. Alors, il y a de la Belgique, il y a Eupen, je ne sais pas où c'est, il y en a de Beaujolais, du Luxembourg, de Belfort, de Tremblay en France, au nord de Paris. Alors, n'hésitez pas de nous dire ce que vous attendez, ce que vous avez envie d'entendre aussi, ce que vous avez envie d'entendre développer, évidemment, sur et autour de la ménopause. On va largement développer l'ouvrage édité aux éditions Amiris, justement, par Salomé. Je ne sais pas si c'est trop, peut-être un peu flou. Voilà, là c'est net. Voilà. Vous voyez le titre. Je pense que là, on va parler justement de ce sous-titre, cette signature, de la femme lunaire à la femme solaire. Salomé a pris soin de beaucoup imager le livre, et surtout cette période, cet environnement de la ménopause. Donc, on va largement aborder tous ces sujets. Eh bien, encore une fois, merci aux éditions Amiris, merci Salomé pour ce temps. Et peut-être pour commencer, si tu as la gentillesse de nous évoquer ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ce soir par chance devant nous pour partager cette expérience? Qu'est-ce qui t'a fait traverser dans la vie tes expériences pour avoir édité? Voilà, je ne sais pas comment. Bonjour déjà, bonsoir et merci de l'invitation. Alors, c'est vrai que quand je me présente, j'aime bien le faire avec un peu d'autodérision, de légèreté et un brin de provocation. Donc, voilà, l'image du livre, en fait. Et j'aime bien dire que je suis sexygénaire depuis presque 2 ans. On va dire que c'est ma manière élégante à moi de donner mon âge. Mais surtout, après, je dis je suis ménopausée depuis plus de 10 ans. Et pour moi, c'est important parce que c'est vrai, quand on se présente, on dit toujours ce qu'on fait, quel métier, quel diplôme. Et comme tu l'as justement dit, je trouve qu'on devrait demander aux personnes quelles sont les transformations qu'elles ont vécues et qui les ont construites. Et la ménopause, puisque c'est le sujet de ce soir, c'est ma dernière transformation. Peut-être l'ultime avant le grand départ, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est ma deuxième naissance. C'est mon deuxième printemps. Et je trouve ça justement super chouette que ce soit aujourd'hui
que le webinaire ait lieu aujourd'hui parce que du coup, j'ai l'impression qu'on fête un peu l'anniversaire de mon 2e printemps. Voilà, avec plein de gens que je ne vois pas, mais que je devine derrière l'écran. Et donc, c'est plutôt sympa. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a amené à l'écriture du livre, tu veux ou, Oui, entre autres, à venir à aider et à accompagner un certain nombre de tes patientes, okay. patientes, hein, parce qu'il y a quand même une grosse connotation de soin. Oui. Et c'est. Alors, c'est vrai que bon, ça vient d'un événement qu'aujourd'hui je peux appeler un cadeau, mais à l'époque c'était pas du tout. J'ai pas vécu ça comme un cadeau. C'est la mort de mon premier bébé, donc à 6 mois de grossesse. Et c'est vrai que j'ai été mais vraiment reconstruite, mais à une vitesse presque indécente, 15 jours, et vraiment. Et comment j'ai été reconstruite, c'est parce que tout simplement, voilà, j'ai une amie qui avait un médecin, elle m'a dit va voir mon ami Édouard, donc je suis allée voir son ami Édouard, et qui à l'époque, je pense, était assez avant-gardiste. Et je ne suis pas sortie de chez lui avec une prescription d'antidépresseurs ou de trucs pour dormir. Il m'a juste envoyé chez un naturopathe, une kinésiologue, un moine. Et à l'époque, j'étais en thérapie. Et donc, j'ai eu comme ça la certitude, c'est vraiment dans toutes mes cellules, que quand on a un trauma, un trouble, une pathologie, on doit vraiment la prendre dans sa globalité avec toutes nos dimensions. Et donc, pas que physique, mais émotionnelle, mentale, spirituelle, énergétique. Et donc, ma première approche était celle-là, et c'est celle que j'ai gardée. Je me suis toujours soignée en naturopathie. Et à un moment donné, quand les amis, la famille vous interrogent tout le temps en disant « oui, tu ferais quoi dans mon cas ?» etc. Et donc, je me suis dit « mais au fond, c'est ça que je vais faire comme métier, naturopathe ». Et donc, je me suis inscrite dans une école de naturopathie. Et je me souviens encore, à l'époque, on faisait le tour de table, chacun expliquait pourquoi il était là. Et je me vois encore dire, moi, je suis ici parce que je sais que je vais écrire un livre sur la ménopause. Ah oui. Et vraiment, j'ai sorti ça à l'époque. Bon, ça a mis 10 ans pour que et alors mais voilà. Mais donc, ça a commencé comme ça. J'avais déjà cette certitude. Et puis, effectivement, voilà, j'ai suivi d'autres formations, j'ai fait des recherches pour ma ménopause à moi. Ouais. Et avant ta propre ménopause. Oui, Avant. bien sûr, avant. Et donc, ce qui fait que c'est vrai que j'ai vu en consultation que les personnes qui venaient chez moi, de plus en plus venaient pour cet aspect-là, parce que probablement que je transmettais ça déjà, voilà. Et donc, c'est comme ça que, voilà, petit à petit, j'ai vraiment ciblé mes consultations sur les transitions de vie difficiles. Et je mets dans ces transitions la ménopause. Et alors, j'ai aussi deuil et fin de vie. Ouais. Est-ce que pour toi, la ménopause, c'était une angoisse? C'était quelque chose qui est une espèce de montagne qu'on se dit, oh là là, est-ce qu'on va réussir à la gravir? Est-ce qu'on va réussir à la franchir? Est-ce qu'on doit la traverser comme le tunnel sous le tunnel du Mont Blanc? Je dirais pas que c'était une montagne, mais c'était quand même l'inconnu. Oui. Et pourquoi l'inconnu? Parce que justement, je suis issue de 2 cultures et que j'ai bien vu tout de suite que c'était très différent d'une culture à l'autre. Donc, de papa, je suis congolaise et de maman belge. Et le souvenir que j'ai de mes grand-mères africaines, c'était pas le même mood, c'était pas. Et donc, j'ai compris assez vite, sans mettre le mot ménopause. À l'époque, je ne savais pas que c'était la ménopause. Je voyais juste que mes grand-mères vieillissantes et au Congo ou en Belgique, c'était pas la même chose. Mais donc, c'était un peu l'inconnu. Et en même temps, je me disais, mais il doit y avoir une réponse. Et donc, c'est comme ça que j'ai cherché. Et comme j'ai fait donc très tôt les recherches, au moment où moi, je suis arrivée à la ménopause, j'avais déjà
beaucoup de clés, en Ouais. fait. Et donc, c'était pas si pénible que ça, même s'il y a eu des moments qui étaient franchement pas drôles. Mais très vite, j'avais les clés, en fait. Et c'est ces clés-là que j'ai eu envie de transmettre dans le livre. Et c'est donc, de fait, tu as accompagné beaucoup de patientes autour de ça, et aussi des couples, parce que je vois dans le livre aussi que la vision de l'homme, enfin du compagnon, Oui. la vision du compagnon doit être aussi importante. Elle est aussi très importante. Oui. Elle n'est pas à négliger, parce que la plupart j'entends dans une société occidentale, la plupart des gynécos, ils gèrent ça comme une maladie. Hein, voilà. Oui. Vous allez prendre tel médicament pour telle maladie, et que le reste, on s'en fout un petit peu. Que vous n'ayez plus de relations sexuelles, que vous n'ayez plus, vous ayez des inconvénients de droite et de gauche, on s'en fout un petit peu. Prenez ce traitement et puis voilà. Oui. Tout à fait, c'est ça. C'est un peu contre ça que je me bats aussi. C'est que la ménopause est fort médicalisée. Oui. Alors, je n'ai mais vraiment rien contre le monde médical. Si je suis devant vous, je le dois quand même à la médecine parce que j'ai été électrocutée quand j'étais toute petite. Ah oui. C'est sûr que c'est pas une naturopathe qui m'a voilà. Voilà, donc la médecine, je sais qu'elle est puissante, qu'elle est importante, mais elle est importante dans les situations d'urgence et quand il y a du lésionnel. Mais la ménopause, c'est pas une situation d'urgence, c'est pas du lésionnel, c'est une transformation. Ce n'est pas une maladie. Et le problème, c'est que on la considère encore comme une maladie. Donc, qui dit maladie, dit traitement. Qui dit traitement, dit quelque chose qui vient de l'extérieur, qu'il soit chimique ou naturel. Pour moi, ça, c'est pas de différence. C'est faire croire à la femme que la solution, elle viendra de l'extérieur. Ouais. Oui, parce que c'est considéré comme une maladie, parce que ce changement génère des symptômes, et ces symptômes qui sont différents d'une personne à l'autre, même s'il y a des grandes lignes, font penser évidemment à une maladie. C'est un petit peu comme comme on traite la grossesse comme une maladie, or que c'est un événement naturel qu'on peut effectivement accompagner. Parfois, la médecine doit intervenir, effectivement, comme dans certaines ménopauses peut-être trop tout à fait. manifestes. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Et on viendra à la question de Nina. J'aimerais comprendre le lien entre la ménopause et l'ostéoporose. Ça fera partie des éléments qu'on va brosser ce soir avec des explications sur Je pense que c'est très important qu'on ait cette vision, et c'est très très bien détaillé dans l'ouvrage, cette vision hormonale dans un premier temps, qui va peut-être nous amener absolument vers les émotions et vers l'énergétique, parce que c'est vraiment la prolongation évidente de tout cela. Mais je pense que si on a un substrat physiologique, des explications sur la ménopause, ça nous permettra de mieux cerner les événements, la tempête que traversent certaines femmes. Pas toutes, comme on disait peut-être en off. Certaines personnes vont traverser la ménopause sans aucune manifestation particulière, et d'autres, c'est effectivement la tempête hormonale. Alors, effectivement, il y a Elsa aussi qui parle elle, je peux me tromper, est en périménopause. Ce soir, pour en savoir plus sur tous les changements corporels et psychiques qui peuvent apparaître ou pas. Elsa, ne vous projetez pas forcément dans quelque chose effectivement qui va être difficile. Voilà. C'est quoi, de ta vision, c'est quoi la ménopause? Alors, pour moi, la vision de la ménopause, donc, c'est vraiment une transformation. Et là où je m'inscris un peu en faux, c'est que je trouve que trop souvent, on associe à une carence, à un déficit hormonal, alors que c'est juste un changement, en fait. Et c'est vrai que j'entends la physiologie est importante, et d'ailleurs, en général, en consultation et dans le livre, je commence toujours par le corps physique, parce qu'effectivement, il faut que les femmes se rendent compte de ce qui se passe dans leur corps, parce qu'il y en a peu qui savent vraiment, il y en a peu qui savent même comment le cycle menstruel fonctionne. Donc, d'abord connaître le cycle menstruel, et puis quand il disparaît, voir ce que ça a comme implication. Mais parfois, je dois revenir à cette base-là. Et donc ne pas associer
ménopause uniquement à déficit hormonal ou carence hormonale, parce que le corps est quand même magnifiquement bien fait. Il est fait pour revenir normalement toujours à l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Quand on se coupe, les cellules, elles savent très bien ce qu'elles doivent faire voilà, on n'a pas besoin d'un traitement extérieur. Donc, il y a plein de fois où on a cette preuve que le corps revient à l'équilibre. Et pour la ménopause, c'est pareil. Donc, c'est une transition. On peut éventuellement avoir des symptômes, mais ce n'est même pas un passage obligé. Et quand on a les symptômes, se dire toujours c'est transitoire. Oui. Et il faut juste laisser le temps au corps de revenir à l'équilibre et donc d'écouter son corps, parce qu'il nous envoie tout le temps des signaux. Et donc peut-être qu'on doit changer son alimentation, peut-être qu'on doit changer son hygiène de vie. Enfin, il y a plein de signaux du corps qui nous montrent qu'on a des changements à faire. Et à la ménopause, ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu un miroir qui est grossissant. Donc si on a installé des mauvaises habitudes, entre gros guillemets, eh bien, à la ménopause, il se fait que c'est un peu décuplé. Et donc, souvent, on pense que c'est la ménopause qui est responsable d'eux. Non, elle est juste le miroir grossissant. C'est ça, ça potentialise quelque chose, les déséquilibres qui étaient déjà présents, mais en exergue, en plus. Voilà. Et tout l'objet sera justement d'aller voir quelles sont les habitudes qu'on a installées dans toutes les dimensions de notre être. Il n'y a pas que le physique, mais quelles sont les habitudes qu'on a laissées s'installer et qui n'allaient pas dans le sens de la santé. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à la santé. Alors, tu parles de seconde naissance, mais est-ce que tu fais l'impasse sur la puberté, qui est aussi un changement chez la femme? Pour moi, c'est la même chose. En fait, la puberté, on avait une transition. Et la ménopause, c'est juste une autre transition, tout simplement. Et donc, ce n'est pas une maladie. La puberté n'est pas une maladie. Bien sûr. La ménopause n'est pas non plus une maladie. Même si, malheureusement, je trouve qu'on a beaucoup médicalisé toutes ces transformations. Et donc, en tant que femme, depuis la puberté jusqu'à la préménopause, puis la ménopause, puis la postménopause, puis on a inventé la périménopause. Et donc, dans tous ces états, en fait, on a quand même beaucoup l'industrie pharmaceutique qui est derrière. On va donner un traitement pour chaque. Et donc déjà au moment de la puberté, on prescrit des pilules parce qu'on a de l'acné ou parce que on a des douleurs menstruelles, alors que en tout cas en naturopathie, quand il y a un symptôme, ça n'a pas de sens de supprimer le symptôme, c'est le voyant lumineux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on supprime la cause. Donc on doit aller voir la cause, travailler sur la cause. Si on enlève le symptôme, le voyant lumineux, c'est comme si on allait chez le garagiste avec sa voiture, avec le voyant qui dit attention, niveau d'huile. Le garagiste, il ne va pas enlever la lampe. Il va régler le problème et la lampe va s'éteindre. Le symptôme, c'est pareil. En tout cas, en naturopathie. Si on veut supprimer un symptôme, on doit supprimer la cause. C'est toute l'enquête de la naturopathie, c'est toute la difficulté aussi d'essayer de cerner cela. Alors, en moyenne, vers quel âge, en moyenne, on peut avoir les premières manifestations de la ménopause? Alors, le corollaire de cette question, c'est est-ce qu'il y a un atavisme particulier? Ma mère a eu sa ménopause à 58 ans. Moi, je vais avoir pas moi, évidemment. Mais... Non. Alors ça aussi, c'est important. En consultation, donc c'est vrai que parfois je demande les antécédents familiaux, etc. Mais pour moi, ça me sert juste à voir, tiens, est-ce que dans mes ascendants ou en tout cas dans la famille, est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles je partage la même manière de gérer mes émotions, de gérer les mêmes croyances limitantes, les mêmes habitudes de vie, etc. Plus que un truc génétique en fait. C'est souvent on hérite d'habitudes
donc c'est pas parce que ça s'est bien passé la ménopause, que les enfants et inversement, pas spécialement. Mais c'est important, si ça se passe, de se dire ok, c'est pas spécialement génétique, c'est juste peut-être que j'ai la même manière de pas exprimer mes émotions, ou j'ai les mêmes croyances limitantes, ou j'ai la même manière de m'alimenter, ou le même genre d'hygiène de vie. C'est tout simplement ça, quoi. Ça sera des éléments éventuellement de changement, en disant est-ce que j'abuse en disant que puisque ma mère a une ménopause terrible, est-ce que je vais reproduire les mêmes schémas en mangeant comme elle, ou en me comportant comme elle, ou en ayant les mêmes émotions ou les mêmes accès? Est-ce que je dois le continuer? Est-ce que je dois changer cela? Et auquel cas, je pourrais orienter. D'accord. Et alors, c'est pas facile parce qu'il y a toujours cette espèce de loyauté. Et donc, il faut travailler avec la personne sur comment je peux rester loyale à mes ascendants, à ma mère, ma grand-mère, mes tantes, etc., autrement. Et donc, sans reproduire des choses qui ne me conviennent pas, en fait. Et alors, donc, il n'y a pas d'âge particulier, c'est aux alentours, entre 45 et 55 ans? Voilà, disons que donc à partir de 40 ans, on commence à avoir des fluctuations hormonales, et donc certaines femmes, effectivement, commencent à ressentir parfois certains symptômes. Et donc, avant la ménopause, donc quand on est en préménopause, c'est d'abord la progestérone qui chute. Et donc, parfois, il y a un déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Et donc, parfois, on peut être dans ce qu'on appelle une hyperœstrogénie relative. Donc, c'est pas qu'il y a trop d'œstrogène, mais c'est le rapport entre les deux. Voilà. Et donc, certaines femmes, donc à partir de plus ou moins 40 ans, mais parfois ça arrive avant, et parfois ça arrive après, et parfois ça n'arrive pas. Donc, et puis, la ménopause, là, c'est vraiment quand il y a 1 an sans règles. Et donc, après 1 an, on peut dire, OK, je suis en ménopause. Sans lune. Sans lune, ouais. J'aime bien ce mot lune, moi. Soyons précis sur la sémantique, Salomé, s'il te plaît. Lune. Moi, j'ai beaucoup aimé en plus. J'ai beaucoup aimé parce que, en plus, ça fait référence à d'autres éléments. Et justement, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans l'ouvrage, c'est les références ancestrales, c'est-à-dire que la vision de la femme occidentale n'est pas du tout la même, donc ménopausée n'est pas du tout la même que la femme dans certaines cultures qui sont étrangères à l'Occident, et la femme devient la sage. Oui, exactement. Alors, non seulement la sage, mais parfois, elle a une position qui est super importante, et comme par hasard, elle n'a pas les mêmes symptômes. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et donc, alors, et c'est pas que dans une partie du monde, c'est qu'il y a, voilà, on a en Afrique, on a au Japon, donc dans les pays plutôt asiatiques, on a chez les Amérindiennes, donc ça se reproduit quand même de par le monde, et donc on ne peut plus dire que c'est un hasard. Hein, de se dire, tiens, c'est marrant, mais quand j'ai une position importante, quand je me sens importante, quand moi je me souviens de ma grand-mère africaine. Alors évidemment, je connaissais pas trop la langue puisque je suis née ici en Belgique, et ma première langue c'est le français, c'est même le wallon. Et donc, ne t'en flatte pas trop, s'il te plaît. Et donc je comprenais pas tout, mais je sentais quand même que quand elles étaient comme ça dans la cuisine avec les copines, toujours à rire et à sourire, et je les soupçonnais de se moquer un petit peu de leur vieux mari. Ouais. Et ici en Europe, il n'y avait pas ça. Enfin, c'est pas. Oui, donc je l'ai vécu aussi. Et puis j'ai fait mes recherches, et donc voilà, je suis tombée sur des auteurs, des anthropologues qui expliquaient effectivement que la ménopause, elle n'est pas vécue. On n'a pas la même vision partout de par le monde, et en neurosciences, on sait à quel point le mental est important et comment il peut créer notre réalité. Et donc on voit qu'effectivement, si déjà on peut travailler sur la vision de la ménopause, ça va déjà permettre de la traverser de manière plus sereine et harmonieuse.
Est-ce que dans tes recherches, est-ce que tu aurais observé une éventuelle corrélation entre le fait que les cultures qui voient la transformation positive de la femme ménopausée seraient reliées à aussi le respect que certaines familles auraient des anciens? C'est-à-dire que dans Bien les sûr. cultures nord-africaines, dans les cultures asiatiques, les anciens restent dans la maison. Mais oui, bien sûr. Et la femme, Alors, non seulement ils restent dans la maison, mais ils sont importants. Et en Afrique, par exemple, on dit un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. c'est ça. Parce qu'il y a le savoir. Et en Asie, ben, les femmes ménopausées, elles sont garantes de la maisonnée, des enfants, les petits-enfants, et parfois de l'entreprise familiale. Donc, elles ont vraiment un statut qui est super important et on compte sur elles. Et alors, ce qui est particulier en Asie, c'est que comme elles s'occupent des petits-enfants, elles sont considérées comme encore fécondes. Et Une oui, femme féconde en Asie, c'est pas spécialement la femme qui peut encore mettre au monde, c'est la femme qui s'occupe des tout petits. Et je elle trouve produit encore. Elle produit encore. oui, Ouais. Et c'est pas forcément de l'ovulation, mais non, c'est de la oui, transmission au oui, sens exactement, exactement. physique et énergétique aussi, parce qu'il y a tout cet environnement de Oui, protection qui va bien sûr, s'installer. bien sûr. Alors, peut-être, à ce stade, peut-être faire un petit point hormonal de ce Oui, qui se passe. Si tu veux bien, on va pas rentrer dans la physiologie profonde, d'abord parce que c'est extrêmement bien expliqué dans le livre et que c'est pas le sujet de ce soir. On va essayer de passer c'est le sujet, mais c'est pas l'objet principal de ce soir. C'est plutôt de voir quels sont les comportements qu'on peut adopter pour améliorer cette transition. Mais justement pour avoir ces solutions, hein, les pistes de réflexion qu'on peut avoir, il faut connaître la physiologie. oui, Comment ça se passe? Tu as parlé de progestérone, d'oestrogène. oui, oui. C'est quoi cette pagaille? Et donc effectivement, donc la progestérone chute d'abord et puis les œstrogènes ensuite. Quand on est ménopausé, ben voilà, on n'a presque plus de ces hormones. Alors je dis presque plus parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps est vachement bien fait. Et donc, lui, il trouve plein d'astuces. Quand il n'y a plus les ovaires qui vont produire les œstrogènes, et ça, les femmes l'ignorent, c'est que en fait, on a d'autres organes ou tissus qui peuvent prendre le relais. Alors, on a notamment les surrénales qui permettent effectivement de produire les œstrogènes, mais ça veut dire pour la femme que déjà, normalement, toute sa vie, on doit essayer de gérer son stress, mais en ménopause, c'est encore plus important. Parce qu'on doit prendre soin de ces surrénales, parce qu'elles pourraient venir en relais des ovaires. Alors, pour les femmes qui ont désespéré toute leur vie d'avoir la ligne mannequin, les cuisses qui ne se frottent pas quand on ferme les jambes, eh bien, elles sont récompensées à la ménopause parce qu'en fait, dans le tissu gras, en fait, on a aussi de quoi fabriquer des œstrogènes. Et quand je disais aussi le corps est magnifiquement bien fait, c'est que à partir du cholestérol, qu'on décrit souvent, alors qu'on en a besoin, c'est super important, surtout à la ménopause, parce que c'est à partir du cholestérol qu'on va produire les intermédiaires avant d'arriver à œstrogène, progestérone. Donc on a d'autres moyens de compenser cette perte, on va dire, hormonale, mais j'aime pas parler de perte et de puissance, mais en tout cas, on a ce qu'il faut, et ça, souvent, les femmes ne savent pas. Et donc, elles se disent, ah bah oui, voilà, c'est fini, donc hop, traitement pour ne pas avoir tous les symptômes. Mais en fait, le corps, il a de quoi. Des ressources. Voilà, il a des ressources, mais il faut l'aider. Et donc, par exemple, si je m'arrête au corps physique, puisque c'est quand même celui qui crie le plus et celui qu'on connaît le mieux, eh bien, en consultation, et dans le livre, c'est ce que j'explique, j'amène les femmes à chouchouter les organes du corps qui vont les aider. Et notamment le foie, parce que qui dit déséquilibre hormonal dit foie, puisque c'est lui qui fait le tri des hormones, c'est lui qui évacue le trop-plein d'œstrogène. Donc, il faut
que le foie puisse faire son travail et ne soit pas engorgé. Et donc, le foie est très important. Les intestins sont importants aussi. Les surrénales, ça j'ai déjà dit. Donc, on doit aussi chouchouter les surrénales. Et puis, il faudra vérifier aussi s'il n'y a pas un souci de thyroïde, parce que parfois, c'est un peu lié. Mais donc, on a, je dirais, plusieurs points d'appui pour faire en sorte que le corps puisse faire son travail, puisque lui, il a les compétences. Et c'est juste qu'il faut l'écouter et il faut lui donner les moyens, tout simplement. Et est-ce qu'on a une polarité particulière d'un organe ou d'une fonction par rapport à un symptôme? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que la bouffée de chaleur, on va pas décrire évidemment tous les éléments, mais on les connaît. Est-ce que la bouffée de chaleur est plus liée à la thyroïde, au foie ou au surrénal? Est-ce que le changement, les sautes d'humeur sont liés à ceci ou à cela? Est-ce qu'il y a une corrélation? Alors ça pourrait, mais c'est de nouveau pas un passage obligé. Donc par exemple, c'est vrai que si on prend les bouffées de chaleur, en médecine chinoise par exemple, on verra la circulation du qi, comment ça se passe, quels sont les organes, les méridiens, comment on peut gérer le trop plein de yin ou de yang, voilà. Mais pour moi, c'est pas des passages obligés. Et c'est vrai que par exemple la thyroïde, oui, la thyroïde, elle peut expliquer quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, par exemple, pourrait avoir chaud. Et alors, comme elle est en ménopause, on va dire c'est la ménopause. En fait, c'est la thyroïde. Donc, de nouveau, c'est pas vraiment. Je lirai pas systématiquement, mais j'amènerai la personne à aller vérifier. C'est ce que je fais en consultation. Je vérifie tous les organes et tous les systèmes. Je vois, tiens, est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus faiblard que d'autres, et je prends soin. Et puis on voit ce qui se passe, parce qu'on est toutes différentes, et donc on n'aura pas les mêmes symptômes provoqués par les mêmes causes, en fait. Alors, on va venir un petit peu plus tard sur les pistes et les solutions que tu évoques, notamment en consultation, dans la formation, mais aussi dans l'ouvrage, évidemment. Mais il y a une formule que tu as adoptée, un acrostiche qui est assez intéressant, c'est éveil, qui permet justement de brosser la totalité des aspects et des facettes de cette période. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, oui, bien sûr. On passe sur... Pardonne-moi, on n'a pas vocation ce soir à développer tous les détails qui sont parfaitement expliqués dans l'ouvrage, sur les tenants et les aboutissants des neurotransmetteurs, des hormones. C'est important que les femmes se rendent compte, en fait, de comment on arrive à telle hormone ou tel neurotransmetteur. Oui, parce que si on comprend comment ça fonctionne, on comprend pourquoi on corrige. Mais oui. C'est pas du sens. Alors, je veux bien. Alors, Bénédicte nous demande comment on chouchoute les surrénales. On ne s'énerve pas. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment tout ce qui est gestion du stress. Et alors, parfois, c'est des choses, mais d'une simplicité crasse. Donc, c'est pas, je vais pas à la pharmacie chercher un anti-stress ou rajouter du magnésium ou je sais pas quoi. C'est, et dans le livre, je le montre, c'est tous les comportements qu'on appelle sérotoninergiques, et donc qui permettent d'augmenter la production de sérotonine, puisque c'est l'hormone du bien-être. C'est d'une simplicité, c'est sortir, aller dans la nature, utiliser ses 5 sens, c'est être en lien. Donc il y a une dizaine de petits comportements qu'on peut avoir. Ça ne coûte rien. C'est pas un changement à 360 degrés. Tout le monde peut faire. C'est sous le contrôle de tout le monde. Donc c'est déjà ça. C'est les comportements qui vont permettre d'augmenter la sérotonine. Parfois, c'est travailler sur le mental aussi. C'est comment je peux faire pour me laisser moins impacter par un stress. Parce qu'on ne peut pas toujours supprimer la cause. Bon, supprimer la cause, évidemment, c'est le top du top. Bien sûr. Quand on ne peut pas, c'est comment je peux faire pour que ça ait moins d'impact sur moi. Et donc, parfois, c'est de travailler sur les croyances limitantes, parfois, c'est de travailler sur la gestion des émotions. Donc, mais on a vraiment
plein de pistes. Et puis, si ces pistes ne suffisent pas, alors, ok, on peut aller voir du côté des plantes, éventuellement. De l'alimentation, de la supplémentation, etc. Exactement. Ouais. Ça me fait penser à moi, à l'ami de ma fille, au compagnon de ma fille. Ma fille était très, très énervée parce qu'elle était dans une période un petit peu houleuse. Et je lui dis, oulala, ce soir, ça va être un petit peu compliqué. Elle dit, ah, non. Là, la période là, c'est 5% mon problème, 95% son problème. Donc voilà, on dégage tout le système. Mais oui. Comme ça. Quand je disais la gestion mentale aussi, par rapport à la ménopause, si on est persuadé que la ménopause, c'est l'enfer sur Terre, ce sera l'enfer sur Terre. C'est ça. Ça, c'est sûr. Donc voilà, Bénédicte, gestion du stress. Alors, toute forme de gestion du stress, que ce soit la cohérence cardiaque, la relaxation, le yoga. Oui, tout à fait. Tout est respirer. Le nombre de. C'est drôle et en même temps, parfois ça m'attriste un peu, mais parfois en consultation, je suis obligée de réapprendre aux personnes à respirer. La base. Simplement, en fait. La base, son apnée. C'est la base. Ouais. C'est vraiment la base. Alors, la base, éveil. Oui. Alors, éveil, éveil, on peut l'utiliser donc pour tout trauma, tout trouble, toute pathologie ou toute transformation compliquée. Donc, éveil, le E, c'est pour écologie du corps. Pour moi, c'était important de mettre ce mot écologie parce que on a l'habitude de maltraiter son corps, en tout cas, je trouve, en Europe. Hein. Et à la ménopause, on essaie de gommer, de lisser, d'enlever les différences, de passer sous le bistouri, pour moi, la torture. Hein. Et donc, quand je dis écologie, c'est parce que c'est vraiment comment je peux reprendre soin de ce corps de manière douce. On a passé l'âge de se faire violence pour entrer dans le moule. Franchement, ça doit être en douceur. Et ça, c'est un apprentissage. C'est pour ça que j'ai appelé écologie du corps. Et donc, c'est toute l'approche autour de les organes dont j'ai parlé, hein, le foie, les intestins, les surrénales, la thyroïde, mais l'hygiène de vie en général, dormir, respirer, activité physique, voilà. Ça, c'est pour le E, de l'éveil, c'est le corps physique. D'accord. Voilà. C'est le corps physique, mais en douceur. Ouais. Parce que ici, en Occident, on est obligé de rajouter en douceur. Donc, les régimes hyper stricts, c'est trop tard qu'on fait régime. On ne fait pas régime à la ménopause parce qu'on fait pire que bien, en fait. Et donc, ça, c'était pour le E. Le V, c'est pour la vision de la ménopause. Donc là, je suis sur la gestion mentale, donc les croyances limitantes qui sont un peu dans le chemin et qui bloquent. Le deuxième E, c'est pour émotion, donc la gestion des émotions. Donc, c'est comprendre l'émotion, c'est ce qui va nous mettre en mouvement pour survivre, en fait, et pour s'adapter à une situation. Et donc c'est aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau physiologique. Hein. Je peux avoir les jambes qui tremblent, et pour les émotions, j'aime bien travailler avec la roue des émotions, qui est une roue en fait où on a trois roues exactement, celle sur les ressentis, parce que parfois c'est difficile de nommer l'émotion, mais on peut au moins partir de ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce que j'ai? La boule dans la gorge, le mal de tête, des crampes. Donc, je pars de mon ressenti physique, on va dire. Et puis, j'ai la roue qui me montre plein d'émotions possibles. Et donc, pour les femmes qui ont du mal, et pour les hommes aussi, hein, qui ont du mal à nommer l'émotion, au moins, ils ont une palette et ils peuvent dire « Ah oui, voilà, je reconnais, c'est plutôt ça ». Et alors, on travaille sur les besoins, parce que l'émotion, donc c'est un signal qui dit qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait ou une valeur pas respectée. Et donc, on peut travailler là-dessus. Ça, c'était pour le deuxième E. Donne-moi une petite marche arrière sur la vision. Oui. Quand tu parles de la vision de la ménopause, oui. c'est la vision de la personne, comment elle envisage cela, quelles sont effectivement les croyances limitantes. Oui.
ou Tout tous les à fait. fantasmes qu'elle peut mettre autour. Oui. Mais alors, ça veut dire qu'elle doit communiquer, qu'elle doit en parler. Alors, oui, évidemment, c'est Oui. toujours, c'est mieux de communiquer, mais franchement, on doit commencer de soi à soi. Parce que il y a beaucoup de femmes qui viennent en consultation et qui me disent oui, ce qui est compliqué avec la ménopause, c'est le regard des autres. Mais en fait, quand on creuse un peu, c'est pas tellement le regard des autres, c'est le regard qu'elles ont elles sur elles-mêmes et vis-à-vis de la ménopause. Et le pire du pire, je trouve, c'est les femmes entre elles, en fait. Non, mais sérieux, parce que bon, évidemment, il y a quand même, ça existe, hein, des hommes qui, voilà, pour qui les femmes ménopausées, je ne citerai pas le bonhomme auquel je pense, mais pour qui une femme au-dessus de 50 ans, elle est plus séduisante et elle est imbaisable, entre gros guillemets. Ça existe, mais c'est pas la majorité. Et en fait, le problème, il vient de la vision que les femmes ont d'elles-mêmes et comment elles sont les unes avec les autres, où parfois on est bien soulagé de voir que la copine finalement, ah tiens, on dirait bien qu'elle a un petit double menton qui commence, ça me rassure. Non, mais sérieux, en fait le travail, il vient de nous. Et alors, on changera le regard de l'autre. C'est ça. Le changement parce que changer le regard de l'autre, c'est pas sous notre contrôle. Mais changer nous, tout de suite, on verra que ça aura un impact sur la manière dont les autres nous regardent aussi. Donc, dans cette vision, c'est ça, c'est cet aspect de sa vision propre. Voilà, vision propre. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme vision de la ménopause, mais de moi vieillissante. Parce que ça aussi, on est quand même dans une société où c'est le culte de l'esthétique, de la jeunesse éternelle, et hop, allez, un coup de botox, un coup de ceci, un coup de cela, parce que vieillir n'est plus considéré comme quelque chose de naturel. Oui, c'est très social. Oui. Très social. C'est devenu un phénomène de société. Oui, mais oui. La ménopause aussi. Mais oui. Alors, donc, c'est à nous à changer ça, en fait. Donc, le changement, il viendra de nous-mêmes. Arrêtons d'être autocritiques à ce point et d'être jugeants par rapport à nos pères en disant oh, c'est là, quoi, 60 ans et elle met encore des jupes au-dessus du genou. C'est les femmes, hein. C'est vraiment les femmes entre elles, hein, franchement. Oui, mais très souvent, en plus, même ma femme me dit tu crois que je peux mettre hors mais oui, alors que pourquoi pas. Enfin, je crois qu'à mon âge, je peux mettre ce short-là, mais oui, c'est ça. Bien sûr, ça doit très bien. À mon âge, quoi. Enfin, franchement. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, exactement. Après, non, pardonnez-moi, c'est pas n'importe quoi. C'est une mauvaise lecture de ce qu'on on ne peut pas dire que c'est pas n'importe quoi parce que effectivement, ça nous dit quand même que ces femmes-là ont des grandes blessures. Oui, c'est ça. Hein, donc, et ça, il faut en prendre soin, évidemment. Donc, faut les réparer. Donc ça, c'était pour la vision. EVE, émotion, j'ai dit. I, c'est introspection. Oui. Donc c'est ce que moi j'appelle la dimension plus spirituelle. C'est quel sens je vais donner à ma ménopause. Et c'est là où moi, je sais que ma traversée, elle a été facilitée à partir du moment où j'ai reconnu que en fait c'était vraiment une deuxième naissance, où toute l'énergie qu'on a eue pour nos cycles et pour préparer le futur habitant de notre maison ventre, si c'était le projet, toute cette énergie, elle est maintenant vers l'intérieur, vers nous, vers notre essence, et nous permet de la naissance de ce que moi j'appelle, mais je ne suis pas toute seule à l'appeler comme ça, mais notre enfant divin. C'est vraiment la sagesse, c'est vraiment la femme solaire, et qui a plein de choses à transmettre. Et quand on donne ce sens-là à la ménopause, alors la traversée, elle est facile. Oui. Donc c'est ça, c'est l'aspect que tu donnes dans cette signature de livre. Oui. C'est qu'une fois que la femme lunaire, qui n'est pas péjoratif en l'occurrence. Non, c'était juste celle qui suit le cycle lunaire, c'est tout, des 28 jours lunaires. Donc c'est inexorable,
c'est universel. Donc Oui, tout à fait, tout à fait. des variantes, évidemment. Oui, Hein. Elle passe en solaire dans la mesure où elle exact, n'est plus soumise à ce cycle lunaire. exactement, Qu'elle exactement. Et qu'elle peut, peut rayonner, c'est ça. qu'elle peut transmettre. Et effectivement, enfin, je veux dire, la femme lunaire, elle était importante aussi. Et toutes les deux, lune ou soleil, elles donnent de la lumière, hein, Évidemment. de toute façon. Donc voilà. Et donc pour moi, alors le sens de la ménopause, mais je vais plus loin en consultation, c'est aller voir dans les différents domaines de notre vie où ça manque de sens. Ouais. Parce que si ça manque de sens, c'est épuisant. Ouais. C'est épuisant, donc on a moins d'énergie. Et quand on a des transformations à traverser, comme celle de la ménopause, l'énergie, on en a besoin. Hein. Donc c'est important de faire la chasse à tout ce qui nous bouffe et nous pompe notre énergie. On va y venir, on va y venir. Notamment le manque de sens, On va y venir, effectivement. Le I, c'est l'introspection. Oui. Le L. Alors le L, voilà, c'était un peu marketing quand même. Hein. Si j'avais dit corps énergétique, et là tout de suite je mets libido, parce que effectivement, en consultation, la majorité des femmes qui viennent et des couples qui viennent, le début, mais pour moi c'est juste la pointe de l'iceberg, hein, c'est problème de libido. Et c'est vrai que la libido, depuis Freud, on l'associe à désir sexuel, mais avant tout, c'est juste une énergie de vie, c'est juste une énergie de désir. Ouais. Et donc parfois, c'est travailler sur est-ce que j'ai encore du désir pour moi-même. Parce que si je ne me désire pas, c'est compliqué de désirer quelqu'un d'autre. Il faut déjà commencer par soi-même et en plus dire voilà, j'ai plus de libido, j'ai plus d'envie, de désir sexuel. Mais parfois il y a des femmes qui s'aiment tellement plus que en fait elles ont plus envie, elles sont mal à l'aise parce qu'elles se trouvent moches et puis elles se disent mais comment est-ce que je peux donner envie parce que moi-même je ne m'aime pas. Et donc c'est tout le côté plus énergie, mais qui pour moi n'est pas que énergie sexuelle. Hein. C'est vraiment oui mon énergie de vie, mon énergie de désir. Et là c'est un gros boulot. Sauf que si on a passé déjà les 4 premières clés, en général, ça décoince pour cette clé libido. Donc les 4 premières clés, c'est ce que tu disais. Donc physique, mental, émotionnel, spirituel. Et puis quand on arrive à ce que j'appelle l'énergétique, donc l'énergie de vie, l'énergie du désir, si on a déjà eu plein de petites clés avant, et notamment si on a travaillé sur la vision qu'on avait de la ménopause et si on remet du sens, souvent la libido, elle repart toute seule en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça revient toujours à son connais-toi toi-même. Exactement, exactement. C'est indispensable de se réconcilier avec soi-même, avec son corps, avec son... Et ça, ce qui est chouette, c'est que c'est sous notre contrôle. Oui, c'est ça, ça dépend de nous. Donc, parce que bon, la libido, c'est vrai, ça pourrait, on pourrait arriver à un âge où on se dit, oh, mince, c'est ce que le bonhomme à côté duquel je me réveille tous les matins, est-ce que c'est vraiment avec lui que j'ai envie ça pourrait, hein, ou ça pourrait, ça quand même, ça arrive souvent aussi. C'est en fait, c'est pas tellement le bonhomme, c'est juste que le type de relation sexuelle que j'ai et que j'ai laissé s'installer, en fait, ne me convient plus. Ouais. Et donc voilà, et parfois c'est juste, on en profite pour co-créer une nouvelle manière de s'unir et de jouir en fait. Donc voilà. Oui, ça peut recréer dans le couple une nouvelle dynamique aussi. Mais évidemment. Et ça ancré quand j'ai fait la petite enquête là auprès des hommes, il y en a quand même quelques-uns qui m'ont dit oui, en fait, on a ensemble, on a trouvé des nouvelles manières pour satisfaire les deux. En fait, des nouvelles manières de faire l'amour, de se rapprocher, voilà. Donc, alors, tu as parlé tout à l'heure
d'évacuer des éventuels éléments toxiques qui pourraient, aussi bien du point de vue physique que du point de vue énergétique et émotionnel, perturber les individus. Alors, je vois dans le livre aussi que tu parles de choses très, très concrètes comme les polluants. Oui. Les polluants. Oui. Parce que pour le déséquilibre hormonal. Oui, parce que les polluants, en fait, je pense évidemment surtout aux perturbateurs endocriniens. C'est ça. Et donc, et comme on est dans une période où on a facilement des déséquilibres hormonaux, donc si en plus on rajoute les perturbateurs endocriniens, donc qui sont des xénoœstrogènes, donc des mauvais œstrogènes, on va empirer la situation, en fait. Et donc c'est vrai que, par exemple, dans les petites choses que je conseille, c'est de mettre dans son alimentation des phytoœstrogènes, donc qui sont des œstrogènes alimentaires, et de préférence plutôt des phytoœstrogènes locaux, on va dire, donc plus les légumineuses, c'est tout à fait dans la cuisine européenne, plus que le soja par exemple, le lin, donc voilà, on peut trouver des phytoœstrogènes là aussi. Et les phytoœstrogènes, en fait, ils sont modulateurs. Donc, si on a trop d'œstrogènes, ils permettent de rééquilibrer, et si on n'en a pas assez, ils permettent de rééquilibrer aussi. Comme je suis une grande gourmande, tant qu'à faire, je préfère évidemment aller mettre ça dans mon assiette. Et de toute façon, les phytoœstrogènes, on déconseille fortement en complément alimentaire. Là, il faut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'antécédents de cancer hormonodépendant. Et par principe de précaution, on ne conseille pas, sauf si le médecin donne son accord, mais voilà, on ne conseille pas en complément alimentaire, mais ça a tout son sens de les mettre dans l'alimentation. Et j'en profite, s'il y a des petites madames qui nous écoutent, ou des petits monsieur, et qui ont des jeunes filles, c'est de déjà les habituer à avoir des phytoœstrogènes dans l'assiette. En fait. Donc ça se trouve où principalement, comme tu dis? Les graines de lin, sésame, les légumineuses. Voilà, j'ai dû mettre toute une liste dans mais voilà. Bon, il y a aussi le soja, mais le soja, comme c'est pas tout à fait notre nourriture de base, et on n'a pas toujours le microbiote qui permet l'assimilation, la bonne métabolisation. Donc voilà, c'est un peu de soja, ça va, ou du miso, ou du soyou, mais je planche plutôt sur les phytoœstrogènes européens qui sont en Europe, quoi. Accessibles assez facilement. Tu as aussi dans l'ouvrage répertorié. Oui, les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Ils sont partout. Et donc, c'est vrai que, voilà, par exemple, pour l'équilibre hormonal, une des premières choses, c'est faire la chasse aux perturbateurs endocriniens dans sa maison, par exemple. Il y a les poils, il y a dans les pesticides, il y a dans les produits d'entretien. Alors, je dois beaucoup me battre en consultation par rapport aux cosmétiques. Parce qu'évidemment, voilà, on arrive à un âge où les femmes, elles n'ont pas envie qu'on voit qu'elles vieillissent, donc elles mettent de plus en plus de produits. Et malheureusement, dans ces produits, il y a pas mal de perturbateurs endocriniens. Et on a découvert là, il y a des exposomes, comme on dit, dans les vernis à ongles. Oui. Vraiment, oui, il faut faire la chasse aux perturbateurs. Et c'est vrai que souvent en consultation, je dis, on ne devrait mettre sur sa peau que des choses qu'on pourrait manger, parce que ça va directement dans le sang. Donc, une huile végétale, c'est parfait. Ça peut hydrater aussi, et pas 36 000 crèmes avec plein d'additifs dedans et de perturbateurs. Donc, parfois, il faut juste refaire un peu le nettoyage de sa salle de bain. Voilà. Réenvisager tout l'environnement, la vraie écologie, quoi. Oui, tout à fait. L'écologie physique. Oui, bien sûr. Donc ça, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pardonnez-moi.
Donc là, on a tout le côté environnemental, mais Oui, c'est vrai que lors, on est encore dans le physique, oui, lors de la ménopause, il y a pas mal de manifestations que tu as évoquées, mais aussi la sécheresse de la peau, les cheveux qui auraient tendance à se oui. casser ou à tomber. Ça aussi, tu l'évoques et tu as des pistes. Oui, et notamment sur les cheveux, par exemple, donc ça peut être un manque de nutriments. Donc, il faut aller voir est-ce que dans mon assiette j'ai suffisamment de zinc, par exemple. Mais c'est aussi comment je prends soin de mon cheveu. Mhm. Évidemment, si je me fais plein de teinture parce que les cheveux gris, enfin voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on met sur ses cheveux. Les shampoings, c'est pareil. Choisir des shampoings bio le plus possible, sans additifs. Et alors, il y a aussi prendre soin de son cuir chevelu. Et Oui, donc, parfois, donc c'est en massant. Et ça, je le dis parce que souvent, quand on a des problèmes de cheveux, on n'ose plus les toucher. ouais. Alors qu'en Ah fait, bon. on doit réactiver la circulation, donc faire les petits, voilà, vraiment, c'est du bout des doigts. Et par exemple, quand on lave les cheveux, ne jamais frotter comme ça pour essuyer les cheveux, c'est en éponge. Euh, Ah, et ça, c'est un petit truc que j'ai reçu de Sébastien Ledentu, voilà, qui est ce personnage? voilà, Qui est-il? c'est un coiffeur énergéticien Hmm. qui a écrit d'ailleurs un très chouette bouquin chez Améris et donc qui donne plein de petites solutions justement à portée de tout le monde pour prendre soin de son cheveu, quoi. Et on Ouais. devrait se masser comme ça devrait être un rituel du matin, comme il y en a qui mettent leur crème. Donc, Là, ce ça devrait rituel, c'est activer, voilà, ces voilà. zones. Voilà. Qui sont, Maintenant, on peut aller voir aussi, bon, ça c'était pour le corps physique, mais on peut aller voir aussi émotionnellement, mentalement, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je m'arrache les cheveux pour le prendre. Bon, c'est un peu gros comme métaphore, mais elle a quand même du sens hein, oui, de voir. Et c'est vrai que bon, bah, à la ménopause, bah oui, souvent on a soit des enfants qui sont ados avec leur crise, pas possible, mais parfois ils ont quitté le nid, ou parfois on a bah, nos propres parents forcément vieillissants et parfois même mourants. Et donc ça peut être aussi, voilà, prise de tête, je m'arrache les cheveux, voilà, c'est pas innocent non plus. Donc il faut aller voir de nouveau toujours toutes les dimensions. alors je me permets dans Oui, le chat de mettre le lien sur l'ouvrage oui, oui. Sébastien Ledentu aux éditions Amiris. Voilà, Mhm. vous avez le lien dans le chat, hein, Nina. N'hésitez pas, vous aurez toutes les explications et le lien sur son ouvrage sur la coupe énergétique. Hein, comme ça vous permettra de bien envisager cela. Voilà. Euh, Alors, la peau aussi, la Oui, peau est, encore une fois, pardonne-moi, on est dans l'aspect physique. bien sûr. La peau est aussi cette incontournable, soi-disant, sécheresse vaginale Ouais. qui va avec. Et je ne sais plus qui. euh, non, c'était un hormono qui disait, de toute manière, le vagin, c'est comme le cerveau, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Alors, oui, oui, mais encore faut-il voir comment on s'en sert. Ouais, ouais, non, nous sommes d'accord que le cerveau, il faut bien s'en servir. Mais, donc pour la sécheresse, effectivement, bah là, voilà, il y a plein d'huiles très chouettes qu'on peut utiliser, mais il faut pas oublier que s'hydrater, c'est aussi de l'intérieur. Oui, Et donc dans son alimentation, et l'hydratation, c'est pas que de l'eau, c'est aussi avoir des bons acides gras, oui. et notamment les oméga 3. Pour la sécheresse, les oméga 7, l'huile d'argousier par exemple, est très très bien. Alors pour les sécheresses vaginales, là je rappelle quand même que c'est pas un passage obligé, Oui. que parfois c'est juste que j'ai moins de désir pour moi-même ou pour l'autre ou pour la relation, Oui, donc forcément difficile de lubrifier dans ces cas-là. bien sûr. Si sécheresse vaginale il y a, je rappelle aussi que c'est transitoire. Donc parfois, ça vaut juste la peine de se dire, OK, je patiente et je trouve d'autres moyens d'avoir des rapports sexuels, parce que je rappelle qu'on n'entre pas dans un vagin qui n'est pas lubrifié, même avec les meilleures intentions du monde.
Donc voilà. Et la meilleure lubrification, ça reste quand même la salive. Hein, donc, mais sinon, voilà, on peut utiliser voilà, des huiles, l'huile de coco par exemple, mais on n'aura pas travaillé sur la cause. Oui, c'est ça. Il y a toujours, c'est pas pour rien qu'on a une sécheresse vaginale. Il faudra aller voir la cause et comment on peut régler la cause pour que il y ait plus cette sécheresse. Mais effectivement, il faut entretenir et donc la femme parfois doit réapprendre à quelles sont les zones dans mon corps qui sont érogènes et qui sont pas les mêmes qu'avant. On change. Donc ce qui provoquait du plaisir avant peut-être n'en provoque plus. Donc il faut chercher. Et si on est à deux, c'est chouette de chercher à deux, hein, ce sera le escape game du couple. Et si on est toute seule, c'est encore plus facile de chercher, de prendre ce temps de quelles sont les caresses qui me font du bien, qu'est-ce qui me permet de lubrifier. Et dans mon livre, c'est vrai que j'ai mis une petite méditation que j'ai reçue d'une sage-femme qui s'appelle Anne Douchet-Morin et qui travaille beaucoup sur le périnée. Et c'est une méditation qui permet d'être en conscience avec tout son périnée et ce plancher et qui permet effectivement, donc par autosuggestion, de lubrifier. Ouais. Et quand même pour l'avoir vécu, parce que j'essaye tout moi, je peux dire qu'effectivement, et je n'étais pas la seule, on était plusieurs à dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe dans ma culotte ?» C'est vrai que ça se passe, c'est vrai. Ouais. Donc juste par une méditation, c'est prendre conscience en fait, prendre conscience de son périnée, de prendre soin de lui, ça aide aussi. Et on prend le temps qu'il faut, et puis ça revient à la normale. Alors, Christelle demande, doit-on être aussi attentive à l'équilibre du microbiote vaginal? Est-ce qu'il peut se déséquilibrer? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que le déséquilibre hormonal a un impact effectivement sur la flore vaginale. Mais si on prend soin du microbiote en général, comme il y a une communication entre les deux, donc, et puis par l'alimentation, hein, de nouveau. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on fait parfois des choses un peu bizarres, hein, mais le yaourt dans le vagin, c'est bon aussi, en fait. Ah, ça marche aussi, ça. Oui. T'as une marque particulière? C'est un probiotique. C'est un probiotique, oui. Pourquoi pas? Il doit y avoir plein d'autres solutions, ouais. Effectivement, possible. Et donc aussi c'est vrai que quand il y a sécheresse vaginale, il y a un risque, hein, effectivement, d'avoir un microbiote vaginal déséquilibré. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à faire tout ce qu'il faut pour lubrifier. Ouais. Et donc, cette lubrification par mentalisation, par méditation, pardon, c'est aussi de la visualisation positive aussi, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est positif, mais c'est surtout en conscience. Parce que c'est une zone du corps qu'on oublie. Oui, on s'en est souvenu si on a accouché. Mais sinon, en dehors de ça, on n'y pense pas. Donc, c'est un petit peu délaissé, mis de côté que pour la fonction sexuelle, quoi, c'est tout. Exactement. Alors que c'est quand même. Alors, Anne Douchet-Morin, parce que j'aime bien son approche, parce qu'elle dit c'est aussi quand même le siège de nos traumas. Et donc, c'est important de prendre soin de ces traumas aussi. Et le périnée, ce qui est important, c'est parce que pendant des années, on a cru qu'il fallait absolument tonifier ce périnée. Le problème, c'est que on peut pas ne faire que ça. Il faut qu'il y ait effectivement qu'il soit tonique, mais en même temps, il doit être flexible, il doit être souple. Et donc, tout ce qui est mise en mouvement du bassin, toutes les ondulations, toutes les danses sont bonnes à prendre en fait, parce qu'il faut remettre de la danse, de la joie dans son périnée. Donc ça veut dire qu'aussi, quand tu parles de cela, la médecine chinoise, le tai chi, le qigong et autres. Oui, à fond. Pilates, oui. C'est de favorable. Tout à fait. Et si on a plus envie de quelque chose qui bouge, la danse orientale,
Ouais. Par exemple, la salsa aussi. Et la danse orientale, ce que j'aime bien, c'est qu'elle permet de refaire ses abdos aussi. Et on travaille tout, parce qu'on travaille aussi les bras, parce qu'à la ménopause, alors il y a plein de femmes qui disent « Oh, ça pend !» Ben voilà, avec la danse orientale, on retravaille ça, et on retravaille aussi son féminin. Et donc ça, j'aime bien, moi, quand on peut se reconnecter à son féminin. Sa sensualité innée. Oui, tout à fait. Qu'elle soit forcée, sociale et artificielle, avec des lèvres de canard et autres artifices. Mais bon, en même temps, voilà, j'ai pas trop envie non plus de stigmatiser ces personnes-là, parce que je sens qu'elles sont en souffrance, en fait. Et donc, c'est ce qu'elles ont trouvé, voilà, et c'est que c'est juste pour elles, voilà, à ce moment-là, mais voilà, si je pouvais faire en sorte qu'elles retrouvent confiance en elles, qu'elles, voilà, j'aurais gagné. Je peux mourir. C'est le chemin, il faut lire l'ouvrage, il faut essayer de comprendre tout ça. Est-ce que la prise de poids est inexorable? Non. Merci, au revoir. Alors, la prise de poids. La prise de poids, mais c'est comme pour tout le reste. S'il y a prise de poids, c'est simplement, en fait, l'accumulation de mauvaises habitudes prises avant. La prise de poids, elle n'est pas un passage obligé. Et s'il y a, normalement, on ne devrait pas dépasser 3-4 kilos. Donc, ce n'est pas ça qui fait qu'on est défiguré ou qu'on ne se reconnaît plus. S'il y a plus, ça veut dire il faut aller chercher une cause ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a un problème de thyroïde, peut-être qu'il y a un problème aussi au niveau plus vision ou sens, hein, parce que les kilos, ils ont toujours un sens. Les kilos, ils se mettent pas comme ça par hasard. Hein, de quoi je dois me protéger, comment est-ce que je dois faire pour prendre ma place autrement que par des kilos. Donc, il y a quand même souvent un travail au niveau symbolique, mental, émotionnel et un peu symbolique, oui. Et parce que quand on réfléchit objectivement et physiologiquement, avec l'âge, forcément, on perd du muscle, donc on devrait perdre du poids. Ouais. Donc voilà, si on en prend, c'est qu'il y a un dérèglement quelque part. Et donc parfois, il faut vérifier la thyroïde. Ouais. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des modifications morphologiques, dans la mesure où tu as expliqué l'estrogène, la progestérone s'équilibre, mais peut-être au profit aussi d'une testostérone, ce que tu expliques. Hein, testostérone qui va faire qu'il va peut-être y avoir un petit peu plus de côté masculin avec une graisse abdominale, c'est ça? Oui, exactement, oui, tout à fait. Y a-t-il une contre-indication de l'argousier concernant les cancers hormonodépendants? Pas que je sache, parce que c'est oméga 7. Ça ferait que je fasse une petite recherche. Comme ça, a priori, je dirais non, parce que je pense pas qu'il y a des phytoestrogènes dans l'argousier, mais il faudrait que je vérifie. Très riche en vitamine C aussi, l'argousier. Oui, exactement. Une vitamine. Oui. Si on cherche une vitamine naturelle, elle est pas mal, celle-là. Oui. Mieux que la cérola qui ne. Oui, ben oui. On comprend. Oui. Alors, mais dans la perte de poids, est-ce qu'il y a besoin aussi de soutenir l'intestin, le foie, et quelles seraient les principales. Mais c'est tous les organes et tous les émonctoires, en fait. Donc forcément, si on a un microbiote qui est pas très diversifié, et on se rend compte, hein, les études montrent que les personnes qui ont des tendances à être en surpoids ou obèses, elles ont vraiment un microbiote qui est peu diversifié. Donc il faut, et alors évidemment, c'est d'abord par l'alimentation, hein, qu'on refait pas en prenant n'importe quel probiotique. Mais effectivement, le microbiote est important, puisque il faut qu'il ne retienne pas trop de choses et qu'il élimine bien ce qui doit être éliminé. Donc oui, forcément, si le foie est engorgé, c'est compliqué de réguler son poids. Donc c'est tout le corps physique. Ouais. Mais de nouveau, ne pas oublier les autres dimensions. Pourquoi j'ai besoin d'avoir ces kilos? Pourquoi ils se sont mis là?
Parce que tu penses qu'à chaque fois, il y a cette composante énergétique et symbolique. Toujours, D'accord. toujours. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant dans le livre, c'est qu'ici en Europe, on se focalise principalement sur le corps physique. Ouais. Comme si c'était juste, voilà, c'est une enveloppe de chair et d'os et qui est vouée à dépérir. C'est triste, en fait, hein. Et c'est horrible. Donc, si on pense ça, forcément, la ménopause, c'est pas, on n'a pas spécialement envie d'y aller. Mais, et donc, oui, on se focalise à tel point que je trouve, malheureusement, même en naturopathie, il y a quand même pas mal de naturopathes qui font finalement de l'allopathie au naturel. Oui. Et donc, qui oublient d'aller voir. Donc, on va juste donner la plante, comme ça, c'est plutôt qu'un médicament ou tel complément. Mais on est de nouveau focalisé uniquement sur ce corps physique. Alors que lui, il a juste qu'une envie, c'est qu'on écoute ce qu'il dit et qu'on décode les messages et qu'on aille chercher dans les autres corps aussi des pistes, en fait. Parce que lui, voilà, à 50, 60 ans, ça fait 50, 60 ans qu'il bosse. Donc, s'il pouvait avoir un peu de soutien des autres, ce serait chouette, aussi. Pour avancer un tout petit peu plus sur le corps, et après on va essayer encore de monter d'un niveau, si j'ose dire. Il y a effectivement la cohorte de constipation qui va avec. Est-ce qu'il y a là aussi, alors au-delà de la symbolique, mais la constipation, oui, dans le corps physique, c'est est-ce que dans mon alimentation j'ai suffisamment de fibres? Est-ce que je m'hydrate suffisamment? Il y a les positions aussi aux toilettes. Hein. On sait très bien qu'en Europe, la position des toilettes, elle est antiphysiologique. Comme ça, c'est pas possible, quoi. Donc, soit on met un petit tabouret pour surélever un peu les jambes, pour pas avoir un angle à 90 degrés. Soit on fait, ça c'est mon préféré, comme ça vous savez tout, hein, vous savez comment je fais caca maintenant. Je me balance, en fait. En fait, les petits font ça hein, sur leur. C'est ça, c'est vrai. Donc, voilà, on se balance et on sent voilà, que les selles trouvent leur chemin. Mais en tout cas, dans l'assiette, il doit y avoir suffisamment de fibres, il doit y avoir suffisamment d'hydratation. Ça, c'est la base, quoi. Ça, c'est vraiment la base. Et quelle serait la symbolique d'une constipation? Qu'est-ce que je ne veux pas lâcher? Qu'est-ce que je retiens? Oui, c'est ouais. Et à l'inverse, voilà, quand on a la diarrhée, qu'est-ce qui me fait chier? Voilà. Bon, maintenant, je dis pas que voilà, le déséquilibre hormonal peut jouer aussi. Bien sûr. Maintenant, on a vu qu'on avait plein de moyens de rééquilibrer. Donc, faut le temps voilà, qu'il faut. Parfois, masser aussi, ça aide. Hein. Voilà, masser le ventre, le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Voilà, dans les petites choses, en tout cas sur le corps physique. Je crois que j'ai dû mettre d'autres pistes encore dans le bouquin. Mais... Ah oui, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de clés comme tu les nommes. Est-ce que justement quand on a ces émotions qui nous envahissent, qu'on commence tout doucement à identifier, est-ce que tu préconises certains exercices? Et peut-être que ce soir, tu pourrais nous donner, je ne sais pas si je te prends un brûle pour moi comme ça, un petit exercice qui permettrait à nos amis qui IES de commencer à se réconcilier et à identifier un certain nombre de choses. Peut-être as-tu un exercice? Je vais regarder dans le bouquin. S'il y en a un qui me parle. T'inspire un petit peu plus, peut-être, si tout le monde est d'accord pour avancer. Donc, par rapport aux émotions, tu veux hein? Oui, aux émotions, parce que physiquement, on a un peu compris qu'il y avait l'aspect naturopathique avec l'alimentation, avec ce qu'il y avait dans l'assiette, hein, et éventuellement des supplémentations, mais peut-être émotionnellement, tu vois, sur l'identification d'un problème ou sur la réconciliation qu'on peut opérer par rapport à nos traumas. Alors, c'est vrai que
en consultation, je travaille, comme je t'avais dit, hein, beaucoup avec la roue des émotions. Mais je vais essayer de trouver un sans la roue, comme ça. Ben oui. Si je reprends peut-être les bouffées de chaleur, parce que ça, c'est celui qu'on. Ouais, sur les bouffées de chaleur, c'est intéressant. Voilà. Et donc, oups, j'enlève mes lunettes. Donc oui, donc par exemple pour la bouffée de chaleur, donc puisqu'on sait que chez certaines femmes, elles ont remarqué que la bouffée de chaleur, elle arrivait toujours après une émotion très très forte. Mais alors ça peut être une émotion, soit que j'ai exprimée très très fort, plus que normal, on va dire, soit où j'ai bien mis. Réprimé. Voilà. Donc que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas été partagé de manière juste pour soi et pour l'autre. Donc les personnes qui écoutent, peut-être leur demander de repenser à un symptôme. Je dis bouffée de chaleur, mais ça peut être n'importe quel, ou repenser à une situation et voir quelle était l'émotion qui était juste avant qu'il y ait ce trouble, ce trauma ou ce symptôme. Donc, vraiment se replonger dans une situation en disant, bah tiens, qu'est-ce que j'ai eu comme émotion et comment elle se passait physiquement dans mon corps. C'est important parce que ça nous permet d'avoir un repère. Parce que parfois, quand on ne peut pas nommer l'émotion, au moins, on sait ce qui se passe dans notre corps. Et la prochaine fois que ça arrive, la prochaine fois qu'on a ce truc ressenti dans le corps, ça doit être la petite lumière qui dit « Oh, attention, elle risque bien d'arriver. Donc, si tu veux qu'elle n'arrive pas, travaille sur le besoin qu'il y a derrière cette émotion. » Parce que si l'émotion est là, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Besoin, je sais pas moi, ou valeur. Hein. Ça peut être le respect, par exemple, où je me suis pas sentie respectée, ou j'ai un besoin de sécurité et je ne l'ai pas. Et donc vraiment faire cet exercice, je repense à une situation, dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé, quelle émotion c'était et quel besoin ou quelle valeur n'a pas été respectée. Et alors, évidemment, l'étape suivante, et qui est le Graal, c'est que à partir de ce moment-là, je me dis, OK, maintenant que j'ai repéré le besoin ou la valeur, comment est-ce que je peux faire pour satisfaire moi, c'est toujours moi, satisfaire ce besoin ou respecter cette valeur. D'accord. Alors, je dis ça parce que parfois, il y a des femmes qui me disent, oui, il m'a manqué de respect en parlant de son conjoint ou de son boss. Et donc, évidemment, je suis devenue toute rouge, j'ai senti que ça arrivait, etc. Et donc, j'aime bien dire, attention, que l'autre est aussi un miroir. Donc, si l'autre a manqué de respect, la question à se poser, c'est, OK, de moi à moi, quels sont les domaines où je ne me suis pas respectée en fait, et comment je peux faire pour me respecter. Et comme par hasard, quand on trouve et qu'on met en place ce qu'il faut pour satisfaire le besoin ou respecter la valeur, eh bien, on ne va plus rencontrer des gens qui vont nous mettre ce signal d'alarme, attention, besoin ou attention, valeur, parce qu'on aura fait le chemin. En fait. Oui, et peut-être que le fait de se respecter soi-même va, comme tu l'as dit tout à l'heure, va initier un autre regard de l'autre et l'autre va. Évidemment. Donc l'autre, il est là, presque on devrait le remercier en fait, en disant ah ouais, là tu me permets de mettre le doigt sur quelque chose que je ne veux plus. Ouais. Et donc c'est à nous de travailler. Qu'est-ce que je ne veux plus et comment je fais. Si le patron ou le conjoint n'arrête pas de gueuler sur la personne et que chaque fois les émotions sont réprimées, faire en sorte que voilà. Et donc, parce que on pourrait imaginer, moi ça m'est déjà arrivé, surtout après la perte de mon premier bébé, j'avoue qu'après, plus rien ne me faisait peur. Hein. Ouais. Quand on a perdu son enfant, un boss qui est un peu irrité, franchement, voilà.
Donc, si ça m'atteint, c'est parce que précisément, j'ai un besoin pas satisfait ou une valeur non respectée. Sinon, ça peut me passer au-dessus, en fait. Donc, si j'ai vraiment une émotion, elle a un message. Parce que sinon, ça peut arriver, hein, le type qui gueule, et puis on se dit, ouais, bon, ok, c'est bon. On passe à autre chose. Il vient pas éclairer un problème qu'on a de soi à soi. Donc, c'est véritablement prendre la chose la plus positivement possible, en disant, c'est bien, je me mets en colère, ça me met en colère, ou je le mets en colère. Ça permet de comprendre que moi, j'ai cette zone de faiblesse. Tout à fait. Parce que sa colère, ça lui appartient. En fait, voilà. Donc, c'est son problème. Mais par contre, il vient éveiller quelque chose chez moi. Et c'est chouette de pouvoir travailler là-dessus en se disant, ah, ok, là, je vais travailler ça, parce que je n'ai plus envie qu'un type comme ça revienne, pousse une gueulante. Parce que c'est valable aussi bien pour le boss que pour le conjoint. Oui, bien sûr. Et c'est valable pour aussi les hommes qui nous écoutent, s'il y a des hommes qui nous écoutent, hein, évidemment. Alors, donc, c'est valable aussi, j'imagine, pour les troubles de l'humeur. Hein, oui, pour tout. Les fameuses ah, ça va, t'as tes règles ou quoi, hein, oui, c'est ça. Mais c'est un peu tout le paradoxe de la femme. Hein. Pendant la moitié de sa vie, elle a essayé de cacher ses règles. Et puis l'autre partie, elle essaye de cacher qu'elle les a plus. Donc, gros paradoxe. Maintenant, on assume et c'est comme ça. Mais oui, et on peut revendiquer aussi. Enfin, moi, je suis plus dans oui, quand je disais un peu de manière un peu drôle et avec autodérision en disant je suis sexygénaire, c'est parce que je revendique ce truc de oui, voilà, j'assume mes rides, j'assume ma peau qui flétrit, oui, mais j'ai plein d'autres trucs chouettes en fait. Qui disait ne touchez pas à mes rides, j'ai mis tant de temps à les. Oui. C'est pas de moi, hein. C'est je sais plus comment elle s'appelle. C'est une actrice. Oui. Je trouve. Le chapeau aussi. Et je trouve voilà, que c'est tellement vrai. Ouais. En fait, et ça, je travaille ça dans la vision qu'on a, voilà, de nos rides, par exemple. Si on voit ça comme je suis en train de faner, oui, c'est pas drôle, quoi. Mais si on se dit, ah oui, quand même, c'est mes souvenirs, c'est mes transformations, c'est mes expériences, j'ai pas envie qu'on me les enlève. Ouais, si on les efface. Oui, c'est ça. Après, on est tout tiré, sans expression. Personnellement, je trouve ça moins joli. Ouais. Après, tu peux accepter que certaines personnes fassent des petites retouches parce que bien sûr. C'est très disgracieux si les personnes sont épanouies après et qu'elles se retrouvent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est le signe qu'il y a une blessure et que la personne, elle a trouvé ce moyen-là. Et pourquoi pas oui, pourquoi pas voilà. Ce que j'en dis, c'est que ce ne soit pas fait pour l'autre, que ce soit fait pour soi. Oui, mais ça aussi, moi je rêve d'un monde où les femmes s'assument, mais pleinement, quoi. Ouais. Vraiment pleinement. Et n'aient pas besoin voilà, de retouches et surtout exagérer, quoi. Enfin, je veux dire, une femme qui a 60 ans et qui en paraît 40 parce qu'elle a été retouchée, pour moi, il y a moins d'authenticité, il y a moins de je sais pas. Mais je comprends, je comprends. Intellectuellement, je comprends et j'aimerais bien amener ces femmes à se libérer, en fait, et à se dire, ouais, ok, on assume les filles et en plus, on est plein à assumer et le regard des autres finira par changer, en fait, parce qu'on a changé notre regard de soi à soi. Ouais, mais tu sais très bien que si le monde était dirigé, pas digéré, par les femmes, ça irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comme dans certaines sociétés. Mais je ne sais pas. Parce que business. Quand je vois comment elles peuvent être méchantes parfois entre elles, waouh, je ne sais pas.
Elle jetterait leur dévolu sur les hommes et plus sur les femmes. C'est pour ça. Et Marilyn qui dit plus je vieillis, plus je me trouve belle. Bravo Marilyn. Oh, trop bien, trop bien. Tout compris. Trop bien. C'est Nina. J'aimerais comprendre le lien entre ménopause et ostéoporose. Peut-être voir l'aspect ostéoporose en tant que maladie. Enfin, je l'ai dit. Alors que l'ostéoporose, donc, je rappelle, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Et c'est vrai qu'on a beaucoup associé ménopause, ostéoporose, parce qu'on a dit, OK, ben oui, chute de progestérone, donc forcément, d'œstrogène, et donc forcément, enfin les deux d'ailleurs, ont une incidence sur la santé du squelette. Donc on se dit, oulala, si il n'y a plus les œstrogènes, donc il y a un risque d'ostéoporose. Ouais. Maintenant, comment s'appelle Nina. Donc, si Nina a écouté depuis le début, donc elle sait maintenant que le corps est bien fait et qu'il trouve effectivement d'autres moyens de quand même encore produire les œstrogènes. Et j'aime bien dire, souvent de manière un peu coquine. Donc je dis, mais et les hommes alors, pourquoi est-ce qu'on dit ménopause, ostéoporose? Parce que chute des œstrogènes. Et comment font les hommes qui, eux, n'avaient pas la chance d'avoir des ovaires qui produisent des œstrogènes, mais on leur fout quand même la paix, en général, voilà. Et donc, effectivement, faire en sorte que le corps puisse encore produire des œstrogènes, mais comme c'est un facteur de risque, donc ça veut dire qu'on peut faire de la prévention. Et donc, ça veut dire qu'à la ménopause, mais normalement déjà avant, c'est super important d'avoir une activité physique régulière, parce qu'il n'y a que l'activité physique qui renforce l'ossature. C'est obligé, avec un petit impact quand même sur le sol, donc la marche ou la marche nordique, j'aime beaucoup parce que là on travaille tout, on travaille les jambes, mais on travaille aussi les bras, et on travaille aussi, on s'allonge chaque fois avec les pas qui sont, donc on travaille tout le squelette, et donc activité physique absolument, absolument, l'hydratation absolument, et l'activité physique aussi. Parce que donc plus on va avancer en âge, plus on devra travailler sur notre équilibre. Parce que ce qui est problématique, c'est les chutes. Et donc c'est, j'ai de l'activité physique. C'est pour ça que quand les personnes deviennent beaucoup plus âgées, en général, je leur dis faites de la marche nordique parce qu'elles ont moins les bâtons pour se soutenir un peu. Et donc c'est éviter le plus possible de faire des chutes. Alors, parfois de manière un peu, j'avoue, provocatrice, je rappelle que les valeurs qui ont été décidées par rapport à l'ostéoporose, en fait, on compare à la santé du squelette d'un homme de 30 ans. Tout à fait. C'est tout à fait normal. Et donc, voilà. Donc déjà une femme, ok, et on compare à un homme, et puis elle a 50, 60, et on compare à... Donc forcément qu'on n'aura pas le même chiffre valeur, mais est-ce qu'on a besoin, et c'est la même chose pour les œstrogènes, est-ce qu'on a besoin d'avoir un taux hormonal équivalent à celui d'une femme féconde quand le projet n'est plus du tout d'enfanter, si ce n'est enfanter son enfant divin, mais bon, voilà. Est-ce que ça a encore du sens, en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça en question? Qui a décidé que la norme, c'était le taux hormonal d'une femme féconde? Et qui a décidé que la norme pour l'ostéoporose, c'était un homme de 30 ans? Oui, mais de toute manière, quand on voit, c'est comme ce que tu as évoqué sur le cholestérol, c'est-à-dire que la norme de cholestérol, le taux de cholestérol soi-disant pathologique a diminué pour quoi? Pour vendre des médicaments. Voilà, pour avoir plus de patients et donc le plus de médicaments. Mais on voit
quand on voit le schéma dans le livre, c'est pour ça que j'ai mis le schéma, pour qu'on se rende compte de tout ce qu'on fabrique à partir du cholestérol. Donc, on peut imaginer que si on la fait chuter, alors forcément, comment est-ce qu'on peut encore faire sa DHEA, sa progestérone, ses œstrogènes, la testo, enfin, oui, ça devient compliqué, quoi. Ça devient vraiment compliqué. Et donc, il n'y a pas un lien direct, si ce n'est que juste phonétiquement on entend ose, donc ménopause et ostéoporose, mais c'est le seul lien que je fais. Mais sinon, c'est juste que c'est un facteur de risque. C'est pas une maladie, l'ostéoporose, c'est un facteur de risque. Donc, ça veut dire prévention. Et donc, activité physique. Et alors, dans l'alimentation, évidemment, ce qu'il faut aussi pour la santé de l'os, quoi. On sait qu'il y a des populations qui ont radiologiquement des ostéoporoses massives et qui n'ont aucune fracture. Oui. Il n'y a pas de corrélation. Oui. C'est comme la corrélation entre le cholestérol et les pathologies cardiovasculaires, qui n'y est pas. Il n'y a pas de corrélation entre l'ostéoporose et les fractures de la personne âgée, loin s'en faut. Oui. Merci Bénédicte de confirmer qu'avec le code infertilité en majuscule sur le site d'Amiris, jusqu'au 30 avril, vous bénéficiez d'une remise. Donc, vous allez sur le site Amiris, que je vous ai mis en haut, dans le petit sticker en haut. Vous allez sur le site et vous avez bénéficié d'une... Merci aux éditions Amiris de nous faire bénéficier de cette remise. Pardon. Et alors, à la fin, pour finir, à la fin de l'ouvrage, tu as un carnet. Oui. Un carnet de la pause qui nous permet de suivre et d'envisager tous les aspects que tu as évoqués ce soir. Pour moi, c'était important de faire un ouvrage et qui permette à la femme ou au couple de se réapproprier la méthode. Donc, moi, j'ai donné toutes les clés. Et puis, ce qui est important, c'est de se dire, ah ben tiens, dans toutes les clés qui ont été nommées, quelles sont celles que je n'ai jamais utilisées, par exemple. Et c'est vrai qu'en général, quand je suis en conférence, je commence par ça, en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. Et puis, après, je dis, ben voilà, quand vous voyez tout ce qu'on a vu, et dans tout ce que vous avez fait, ça correspond à quelle clé. La majorité, elles ont tout fait sur le corps physique et n'ont jamais imaginé faire quelque chose au niveau mental, émotionnel, spirituel et énergétique. Et donc, pour moi, c'était vraiment important qu'elles se rendent compte de ce qu'elles avaient déjà fait. Parce que parfois, on vient chez la naturopathe en disant mais si, je fais les choses différemment puisque je viens chez une naturopathe et oui, mais en fait, elle fait exactement la même chose chez la naturopathe que ce qu'elle avait fait en médecine classique, c'est-à-dire se focaliser sur son corps physique. Voilà, comme ça, chaque femme, chaque couple peut se réapproprier la méthode et en disant, ben, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer que je n'ai pas encore fait ou bien parfois, c'est de se rendre compte que je suis dans le bon aussi, en disant, ah ben oui, j'ai quand même fait ça, et voilà ce que ça a donné comme résultat. Oui, mais ça peut éveiller aussi la curiosité en disant, ben, finalement, j'ai traversé la ménopause correctement, sauf que, ben, tiens, finalement, j'ai un petit point, un petit aspect, les cheveux ou l'humeur qui déconne un tout petit peu, ben, comment je peux le corriger? On n'est pas obligé de tout faire, on fait ses courses. Mais oui, bien sûr. Sur moulongo.fr, on fait ses courses. En plus, ce que j'entends aussi, c'est que beaucoup de choses procèdent de notre responsabilité. Donc, c'est pas forcément énergétique, physique, psychologique, énorme pour pouvoir Non, parce qu'on a tout apporté. C'est tout juste à l'intérieur. On a un savoir immense, les filles, les hommes aussi. On a un savoir immense et je trouve qu'on nous a dépossédés de ce savoir parce qu'on a tout remis à l'extérieur et donc avec des traitements naturels ou pas, ou chimiques. Pour moi, c'est la même chose. C'est l'extérieur, c'est la pilule magique. Alors qu'on a vraiment des savoirs importants qu'il faut reconnecter. Et surtout, ce que j'entends aussi dans ton discours, c'est sortir de la peur. Oui. Sortir de la peur qui nous voilà, c'est ce que dit fort justement Bénédicte, c'est le but
d'Amiris, dans les éditions Amiris, c'est la responsabilité des êtres au niveau de santé. C'est-à-dire que les éditions Amiris aussi, et c'est ce que tu fais, et c'est pour ça que tu es publié chez Amiris, c'est que ça permet de prendre soin de soi-même et d'être le propre acteur de sa santé. Et quand on regarde tous les ouvrages d'Amiris, c'est le principe essentiel, c'est de prendre, d'être acteur de sa propre santé. Ce soir, c'est ce qu'on a entendu pendant 1h30, et merci pour cela. C'est on ne se rend pas compte, mais ça passe extrêmement vite. Hein. Et donc, tu nous permets, comme la naturopathie est une science très personnelle, on ne peut pas donner tous les éléments parce que chaque patient sera spécifique. Et donc, peut-être que chacun trouvera sa solution différemment que l'autre, et heureusement, toute la différenciation. Mais en tout cas, ça nous permet, que ce soit d'un point de vue physique, émotionnel, énergétique, spirituel, certainement, et ancestral, d'avoir des solutions différentes, mais surtout avoir cette vision ouverte, aware, comme disait l'autre, cette ouverture d'esprit, d'un point de vue biblique, se destiller les yeux pour pouvoir avoir cette prise en charge et cette autonomie. On peut te retrouver où? Dans des conférences, dans des consultations? Oui, alors j'ai justement pas mal d'activités là maintenant, notamment le 29 mars. Je serai à Bruxelles, à la librairie UOPC, où je ferai une conférence atelier. D'accord. Non, à l'UOPC, c'est un conférence regard croisé avec une romancière, Isabelle Barry, qui vient d'écrire un livre, un roman où l'héroïne est quinquagénaire et traverse la ménopause. Et donc, ce sont nos regards croisés. Et le 30 mars, je suis à Bruxelles, au Jardin d'Émergence, pour une journée sur la ménopause, avec une gynéco, des professeurs de yoga, et je donnerai aussi donc justement la conférence atelier. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais est-ce qu'on retrouve tout ça? En tout cas, sur mon site, il y a voilà. Donc, c'est www.salomé sans accent, Moulongo, c'est mulongo.com. C'est sur le chat. Voilà. Et dans blog agenda, oui, parce que moi, je vois pas le chat, en fait. Oui. Dans blog agenda, il y a vraiment tout. Et c'est vrai que j'ai pas mal, et sinon, voilà, en consultation. En consultation, on précise que c'est en présentiel et aussi en visio. Et aussi en visio, oui. Tout à fait, c'est important de le savoir. Je rappelle que si vous allez sur le site d'Amiris, avec le code infertilité en capital, vous avez, de ce que me dit Bénédicte, 15% de remise sur les tomates, les concombres et les asperges, évidemment, c'est bien connu, bio de préférence. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver ce replay début de semaine prochaine sans aucun problème sur le site et sur la chaîne YouTube d'Amiris. Si vous avez envie de partager, de revoir ce webinaire ou de le partager, vous avez le replay qui sera sur le site. Quand vous allez sur le site Amiris, vous cliquez sur la page dédiée de Salomé et en bas, vous aurez la possibilité de revoir cet échange. Merci infiniment, Salomé, pour ce moment. Merci aussi. Cette ouverture d'esprit et encore une fois, cette capacité que l'on aura à nous prendre en charge, acteurs de notre propre santé. Merci aux éditions Amiris. Oui, merci à Bénédicte pour son soutien. Et à toute l'équipe, parce que toute l'équipe, il y a toute l'équipe aussi qui nous soutient dans cette aventure. Merci à toutes et à tous. On vous embrasse toutes et tous bien fort. Prenez soin de vous. Et Michel, qui était l'homme, voilà. Ah, chouette. Un homme. Donc, je ne sais pas, ils ne sont pas manifestés les autres, mais sachez que ça concerne aussi les hommes parce que avoir un regard bienveillant et éveillé sur nos compagnes qui traversent cette transformation, cette nouvelle naissance, ça nous permet d'avoir une autre vision et une autre façon de partager ces moments-là. Et c'est bien précieux pour nous, les hommes, que de bien traverser cela. On vous embrasse toutes et tous bien fort. Merci Bénédicte, merci Salomé. On se retrouve. Ouais. À bientôt. Merci et au revoir. Au revoir.